Bonjour à tous. C'est vraiment une joie pour moi d'être ici. Je tiens à remercier les organisateurs du colloque. Déjà parce que c'est un pays que j'aime beaucoup, le Canada. C'est la 3e fois que je viens. J'y ai passé déjà plusieurs mois, y compris sur des fermes en exploitation dans l'Alberta. Et c'est aussi, en plus, pour vous présenter quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, vu que j'ai créé une entreprise de co-farming. Nous, Français, on aime bien les buzzwords, les mots anglais. Je m'en excuse d'abord, déjà. Même le nom de l'entreprise, c'est FarmLeap, c'est un nom anglais. Mais déjà, avant qu'on rentre dans la présentation, j'aimerais vous expliquer pourquoi on choisit des mots anglais tout le temps. Nous, les Français de France, on est un peu comme ça. On trouve ça plus chic de parler de workshop pour dire une réunion de travail, d'after work pour parler d'un 5 à 7, ou de parler aussi de task force au lieu d'un groupe projet, ou de dire tu m'envoies ton email ASAP au lieu de dire tu m'envoies vite ton courriel s'il te plaît. On aime ces buzzwords en fait parce qu'on ne sait pas parler anglais. Clairement, on n'y arrive pas. Et une preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, j'ai un sweat. Nous, on appelle ça un sweat. C'est pas parce que c'est doux, c'est parce que c'est un sweatshirt. Mais si on comprenait que ça voulait dire sueur ou transpiration, on trouverait ça moins chic de dire sweatshirt. Voilà, c'est la preuve qu'on ne sait pas parler anglais. Donc maintenant que je me suis excusé sur tous ces mots français, finalement franglais, on va rentrer dans ce co-farming. Alors le co-farming, qu'est-ce que c'est? Très rapidement, c'est le faire ensemble à l'aide du numérique en agriculture. Faire ensemble en agriculture à l'aide du numérique. Alors qu'est-ce qu'on met derrière tout ça? Déjà un peu d'historique sur comprendre pourquoi se faire ensemble en agriculture s'est développé sur le marché français. Premièrement, se faire ensemble, il arrive à plusieurs niveaux. Pour que vous compreniez bien la genèse de ce groupe qu'est le co-farming. Un premier niveau d'entraide au niveau des exploitations. Nous, en France, les exploitations ne sont pas très lointaines, sont plus petites. Donc le travail en commun, l'entraide, le prêt de machines, les chantiers d'ensilage en commun, c'est quelque chose de très répandu. Un deuxième niveau qui est la mise en commun des moyens de production, les CUMA. Si je ne me trompe pas, le terme est le même, les coopératives d'utilisation de matériel en commun. Et après, il y a d'autres niveaux de mutualisation où là, ce n'est pas les kolkhozes ou les softkhozes, mais on met ensemble l'intégralité des moyens de production sur une entreprise commune où on regroupe, on fusionne deux fermes entre elles, mais chaque exploitant reste des exploitants indépendants, les GAEC. Et après, il y a d'autres niveaux, mais on reviendra plus en détail sur ces niveaux et ces réseaux, comment ils fonctionnent. Petite histoire du mutualisme. Le mutualisme en France, en agriculture, ça remonte à très loin. Ça a bientôt 8 siècles d'histoire. Les premières fruitières du Jura, à Dole, près de Besançon, c'est parce que je ne produisais pas assez de lait tout seul pour produire une meule de comté, vu que j'avais pas assez de vaches. Du coup, je mutualisais les moyens, je me prenais un fromager qui transformait mon lait avec plusieurs autres producteurs et je restais propriétaire du fromage, mais à plusieurs, on mutualisait les moyens. Ce n'est pas une vraie coopérative au sens strict du terme, mais c'est quand même ces premières notions de mutualisme pour produire mieux et pour trouver un nouveau marché qui est la meule de comté qui se conserve plus longtemps. Une vraie innovation, là aussi, en termes techniques. Par contre, l'histoire des coopératives se constitue plutôt en réaction, en tout cas sur le marché français, à des crises. Première crise de surproduction du beurre en Charente, se crée la première coop à Chaillé pour acheter le beurre et éviter que les prix s'effondrent, acheter du lait transformé en beurre. Donc on achète un outil de production industrielle en commun, avec le principe un homme, une voix, pour vraiment soutenir la production agricole. Donc c'est plutôt en réaction pour se protéger de dangers et mutualiser les moyens et les forces pour améliorer sa commercialisation. Derrière, ces grands groupes coopératifs ont évolué. Aujourd'hui, on a encore 2500 coopératives sur le marché français, pour 450 000 exploitants agricoles, grosso modo. Et ces 2500 coopératives, elles représentent, les 10 plus grosses représentent maintenant 45%, presque la moitié de ces 2500 coopératives. Donc il y a une concentration, une fusion et une intégration de l'aval aussi, qui fait qu'aujourd'hui, en gros, 4 produits sur 10 que vous achetez en supermarché, 4 marques sur 10 appartiennent à une coopérative en France en termes agroalimentaires. Donc c'est vraiment très concentré, très important, et l'agroalimentaire est très impacté par ce circuit de la mutualisation des moyens et des méthodes de production par les coopératives. Le dernier mouvement aujourd'hui, c'est la complexité qui se crée.
avec un éloignement de la base, des remontées terrain qui sont de plus en plus difficiles, des liens qui sont plus complexes et une défiance. Là, il y a une crise de gouvernance très forte avec Tereos, qui est une coopérative qui pèse plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le sucre, qui contrôle le marché du sucre quasiment en France avec un autre acteur, Béguincé. Et cette COP, Tereos, a une crise de gouvernance sans précédent avec des exclusions de coopérateurs, donc un éloignement de la base qui devient assez problématique aujourd'hui. Et aussi une réglementation qui évolue avec une séparation de la vente et du conseil. Jusqu'à aujourd'hui, les COP vendaient les produits phyto aux agriculteurs et faisaient le conseil en même temps aux mêmes agriculteurs en vendant les produits. Et après, leur acheter leur production. D'ici 2020, ce sera totalement interdit et il faudra avoir un conseil indépendant, non lié de manière capitalistique, pour pouvoir avoir le droit d'acheter des produits phytosanitaires et pas seulement des néonicotinoïdes ou de l'atrazine qui sont de toute manière interdits maintenant sur le marché français. Là, je vous ai mis plein de chiffres sur ce tableau, un peu compliqué, mais c'est pour que vous ayez en couleur, si on arrive à les voir, voilà, en couleur, vous voyez quelques éléments de comparaison qui expliquent les différences de pourquoi cette mutualisation des moyens en France s'est autant développée et autant réussie. On a un modèle d'agriculture où une exploitation agricole pèse moins d'1 million d'euros de capital à l'actif du bilan, contre quasiment 3 millions au Québec ou 2,8 millions au Canada, au total, en général, en prenant aussi les petites fermes en transformation. Idem, on a un taux de faillite qui est bien plus élevé que celui qu'on observe au Canada. Donc des difficultés économiques qui deviennent maintenant structurellement importantes. Dernier élément qui fait que la mutualisation est une nécessité, c'est le taux d'équipement du parc matériel agricole français qui est très très élevé. En moyenne, sur certains territoires, on a 4 chevaux de traction, de force, horsepower, sur un hectare. En moyenne, des exploitations qui ont 200 hectares montent à 800 chevaux, 900 chevaux de traction disponibles pour une parc d'exploitation céréalière. Je ne parle même pas de production spécialisée. Donc une valeur du parc matériel très élevée et donc une productivité compliquée. Autre élément à noter, vous parliez tout à l'heure du prix des terres qui a beaucoup augmenté au Canada. Nous, la réglementation fait que le prix des terres, malgré la productivité des terres, ne monte pas. Par contre, on se retrouve dans une situation où 80% des exploitants, pas des exploitants, mais en tout cas des terres, ne sont pas exploitées en propriété par l'agriculteur, mais sont exploitées en location, en fermage, avec un statut du fermage très protecteur. C'est-à-dire que chez nous, une terre agricole qui produit 90-100 quintaux de blé va être plutôt louée à un montant entre 140 et 150 euros l'hectare, ce qui devrait vous faire à peu près du 200 $ l'hectare, pour une productivité de 90 quintaux de blé. Maintenant qu'on a brossé ce tableau sur les différences entre ces deux marchés et de pourquoi le co-farming est apparu chez nous, on a un objectif qui est d'aller vers un monde plus agile sur le marché agricole français, avec notamment un besoin de changement assez fort et exprimé par les jeunes générations, par les autres acteurs du monde agricole, les autres observateurs. On est en train de changer d'un rapport institutionnel à papa ou papy avait participé à la création de la COP, il était administrateur, papa aussi, moi je ne ferai pas pareil. On rentre dans un système négocié. Qu'est-ce que tu m'apportes et qu'est-ce que j'y gagne à apporter mon blé à la coopérative? Si c'est juste pour que je te délègue ma commercialisation, il faut que ça aille plus loin. Et en cela, le numérique est un changement de mode de fonctionnement qui va impacter le mode de fonctionnement de ce mutualisme et le mode de fonctionnement des agriculteurs. Le numérique, qu'est-ce que ça nous apporte? Déjà, ça peut nous apporter une désintermédiation. Aujourd'hui, quand vous achetez de la semence, vous choisissez quelle variété vous allez semer sur un maïs, vous avez l'accès à des produits un peu plus innovants comme les OGM. Nous, les OGM sont interdits, mais par contre, ça ne nous interdit pas d'avoir accès à des nouvelles variétés. Par contre, quelle nouvelle variété je choisis? Avant, c'est la COP qui allait nous faire la promotion des variétés qu'elle distribuait depuis l'obtenteur. De même, qu'est-ce qui interdit, grâce au numérique, d'avoir une relation directe
avec l'obtenteur, le producteur de semences. Cette désintermédiation aujourd'hui est possible grâce aux techniques de l'IA, du big data et de l'accès direct avec des robots, des chatbots, des robots conversationnels, on va plutôt dire, qui permettent d'échanger en direct avec l'agriculteur sans mobiliser beaucoup de ressources pour l'obtenteur de semences. Idem, l'information et le conseil. Qu'est-ce qui interdit à un agriculteur d'avoir plus facilement accès à de l'information et plus de conseils et plus de par ses pairs, par d'autres agriculteurs, pas ses parents, mais les autres agriculteurs du terrain, et aussi la possibilité de mettre fin à cet interlocuteur unique qui vient sur les exploitations faire du conseil. La citation d'Éric Lesage, ça c'est la personne qui s'occupe du développement commercial d'Agrial, qui est une coopérative qui est passée en 10 ans de 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires à 5,5 milliards d'euros en seulement 10 ans, en croissance organique. Ils ont capté énormément de parts de marché et son motto c'est comment on fait pour retrouver l'envie et le gain, pas seulement la volonté, mais qu'est-ce qu'il y gagne mon agriculteur à travailler au sein de la coopérative. Ça c'est une partie essentielle. Autre élément qui favorise le besoin du mutualisme en agriculture, c'est un faible retour sur investissement. Ça, c'est toutes les sociétés cotées au monde sur CSI Market. Leur return on asset, la rentabilité des actifs investis. La rentabilité finale divisée par le total de l'actif patrimonial. On est structurellement bas. On se positionne à une rentabilité qui est faible. Il faut une intensité capitalistique très forte. Il faut beaucoup investir pour avoir une rentabilité. Qui plus est, il faut beaucoup investir et en plus, il faut faire attention parce qu'il va y avoir de la volatilité. Et donc, il va falloir gérer cette volatilité. Pour ça, on l'a vu ce matin, il y a les outils de gestion des risques alors, qui sont très développés au Canada avec les agris. En France, c'est développé avec plutôt les paiements directs, la gestion du risque. Et on a une prime à l'investissement productif aussi sur le marché, sur l'agriculture. Ça, c'est une étude que j'ai compilée sur 620 fermes iséroises sur 5 ans et comparée par classe d'endettement. Qu'est-ce qui fait qu'un agriculteur français gagne mieux? Est-ce qu'il faut s'endetter pour gagner plus ou est-ce qu'il faut, et au contraire, éviter de s'endetter pour gagner plus? J'ai comparé ces 620 fermes sur 5 ans par classe d'endettement. Moins de 20% d'endettement, 20 à 40, 40 à 60, 60 à 80% d'endettement, là ça devient un peu important, et 80% et plus. C'est-à-dire que le total du bilan, il n'y a plus de capitaux propres, et donc on a un endettement qui peut passer les 100% dans ce cas-là. Eh bien on observe que 3 années sur 5 pour les bovins viande, les bovins lait, les exploitations diversifiées, les exploitations en moyenne, 3 années sur 5, celles qui sont endettées de plus de 40% et jusqu'à 80% performent mieux que celles qui ne sont pas endettées. Elles ont une meilleure rentabilité de l'actif investi, alors qu'elles sont plus endettées. Donc il y a des charges en plus quand même en amont. Elles performent mieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'investissement, lorsqu'il est productif, il est rentable. Sauf pour les céréaliers. Parce qu'en Isère, on a une particularité, on aime beaucoup le matériel agricole et un tracteur neuf, nous on le change à 3000 heures. Chez nous, 3000 heures, un tracteur il est déjà vieux, il part en occasion et reprend un tracteur neuf. Ici, d'après ce que j'ai pu comprendre, le matériel se conserve un peu plus longtemps, ce qui probablement fait une petite différence. Autre élément qui nous pousse à aller vers la compétitivité, regardez pas tout le graphique, mais c'est pour vous positionner le Canada par rapport à la France, notre compétitivité prix, oubliez la dernière pile de l'histogramme qui est le coût d'opportunité, qui est une notion extra-comptable, mais on voit que vous avez une compétitivité prix sur le blé qui, lorsqu'on la compare à la Russie, n'est pas formidable, mais quand même bien au-dessus en termes de prix d'équilibre qui inclut toutes les charges comptables directes. Vous êtes quand même un prix de vente au-dessus. Nous, notre prix de vente ne couvre pas le prix d'équilibre et il y a besoin des paiements directs pour réussir à être rentable sur du blé. Ce qui est un problème lorsque les aides directes baissent dans les négociations de l'OMC. Idem sur le canola, on a aussi une difficulté de compétitivité prix, même si là elle est moins marquée. Ici au Canada, la compétitivité prix est beaucoup plus importante. Cette économie collaborative, maintenant pour rentrer dans l'économie collaborative, maintenant qu'on a compris sur le pourquoi il y avait un besoin d'une économie collaborative et de trouver des nouvelles méthodes pour économiser de l'argent sur les fermes françaises,
Comment elle peut venir au secours du monde agricole? Déjà, l'économie collaborative, il faut bien comprendre qu'elle intervient dans plein de domaines. Dans les domaines de l'équipement, de s'habiller, le déplacement, se faire aider, se financer. Tout à l'heure, on parlait du prix des terres. Une idée, alors les idées en innovation, elles ne coûtent rien, hein, c'est la réalisation qui a de la valeur. Pourquoi pas, pour payer des terres à 40 000 $, vu qu'elles coûtent cher, les terres au Canada, pourquoi ne pas les faire payer par vos clients directement avec du crowd equity, du crowdfunding, où non seulement vous ferez payer la terre à des clients qui pourraient avoir la capacité à posséder un petit bout de ferme, avec un outil qui serait probablement rentable en plus financièrement, vous seriez locataire à un prix garanti, et en plus à la fin vous lui revendez les produits que vous avez produits grâce à lui. Donc ça peut être un cercle vertueux, aussi ça peut être une mode de financement avec de l'économie collaborative, du déplacement, des transports, du logement, tout le monde connaît Airbnb, Uber, et plein d'autres choses, avec un marché qui va devenir énorme demain sur l'économie collaborative, qui pèse déjà plusieurs milliards rien qu'en France. Là, je suis venu à Drummondville, il y a un hôtel juste à côté, ça tombait bien, mais sinon, si je n'avais pas trouvé de logement, pour m'héberger à Drummondville, pour moins de 15 $, j'arrive à trouver une chambre disponible chez un habitant. Qu'est-ce que c'est Airbnb? C'est rendre disponible une ressource invisible. Mes enfants sont partis travailler, j'ai des chambres disponibles dans ma maison. Plutôt que les rendre inutiles, je les mets disponibles auprès du public et ça valorise un actif qui sinon était un actif perdu, cette chambre pour cette nuit. Idem, plutôt que de passer par Thrifty à l'aéroport, je peux passer par Turo pour louer une voiture, même une van disponible pour moins de 50 $ par jour sur Montréal. Covoiturage.ca, si 50 $ je trouve que c'est encore trop cher, je peux rendre disponible ou trouver des places pour moins de 8 $ aller de Montréal à Drummondville en étant transporté par quelqu'un. Ça ne coûte pas grand-chose et la personne qui a fait le trajet, ça ne lui consomme pas beaucoup plus de carburant d'emporter 2-3 personnes dans sa voiture. Ça, c'est ces principes d'économie collaborative. On va faire un petit jeu pour que vous compreniez bien sur quoi repose l'économie collaborative. Qu'est-ce qui fait que ça peut marcher? Tout à l'heure, on a vu dans l'innovation que tout le monde avait des téléphones intelligents. Donc j'imagine, dans la salle, c'est à peu près le cas. Donc j'aimerais que vous sortiez vos téléphones intelligents, vos smartphones, comme moi j'aime dire plutôt. Donc vous sortez tous vos téléphones intelligents. Et vous savez, ils se débloquent là aujourd'hui, maintenant, soit avec un petit message codé avec une image, ou en biométrique. Le mien, il se débloque avec mon empreinte. Et dedans, on a énormément de choses. Donc sortez-le et débloquez-les. Et ce qu'on va faire, c'est... je suis désolé pour la prise de vue, pour la web diffusion, mais vous allez vous tourner vers la personne la plus proche de vous et vous allez lui tendre votre téléphone, votre doudou numérique, où il y a toutes vos données, et vous lui donnez. J'ai accès à... Ah, il y a quoi sur son iPhone? Vous allez au Starbucks. On peut dire plein de choses avec le smartphone. Hein. Vous voyez, ça fait bizarre quand on échange. Hein, Je vais quand même confier mon doudou. Hein. Donc il peut voir plein de choses. Ah ouais, quand même. Hein. Même avec un téléphone non intelligent, on peut apprendre énormément sur quelqu'un. Qui il a appelé? Est-ce qu'il a appelé une dame que je ne connais pas? C'est déjà une info en soi. Donc même avec un téléphone non intelligent, on a énormément de choses qui sont stockées là-dessus. Et là, pourquoi cet échange a pu se faire? C'est parce qu'il y a une confiance qui s'est créée, dans le sens où visuellement, on a discuté à table tout à l'heure, je vois, je l'identifie, je ne pense pas qu'il va se lever et partir en courant avec mon téléphone. Donc l'économie collaborative, son premier moteur, c'est la confiance. Pourquoi la confiance? Parce qu'on va confier sur Airbnb sa maison. On vit dans une maison, on l'a achetée à crédit, elle nous a coûté extrêmement cher, et je la mets à location à un parfait inconnu. Je peux la mettre à la location à un parfait inconnu parce que j'ai confiance au fait que s'il y a un problème, la plateforme d'économie collaborative Airbnb gérera le problème. Et j'ai confiance parce que cette personne, il y a une transparence et une souplesse qui me permettent d'identifier qui va louer la maison. Est-ce qu'il a déjà été noté? Est-ce qu'il a déjà été apprécié des autres?
Donc l'économie collaborative, le moteur des plateformes, ce qui fait que nos plateformes d'économie collaborative en apportent un plus, ce n'est pas notre capacité à apporter une techno, c'est notre capacité à gérer les conditions de création de la confiance entre ces utilisateurs. La transparence, la souplesse, la facilitation et la mise en relation. Et après, la techno doit s'effacer pour que le bénéfice de l'utilisateur, gagner de l'argent quand je ne suis pas chez moi en louant ma maison, ou trouver une location pas chère d'une maison quand je suis en déplacement ou en voyage. Donc c'est ça les moteurs de l'économie collaborative. Maintenant, on va rentrer justement dans cette économie collaborative au service des agriculteurs, le co-farming qu'on a créé. Donc ce co-farming, c'est une association qu'on a créée avec d'autres startups agricoles. C'est les startups que je vais vous présenter et vous expliquer quels sont leurs services, à quels besoins elles répondent et quels sont leurs business models. C'est-à-dire comment elles font, leur modèle d'affaires, pardon. Comment elles font pour gagner de l'argent et comment elles font pour demain en gagner et vous en faire gagner. Est-ce que c'est une nouvelle jargonnerie, ce co-farming? L'économie collaborative, c'est mignon ce qu'ils me présentent. Airbnb, ok, ça a marché, mais comme disait le professeur Jacob, c'est pas pareil en agriculture. Chez moi, le monde agricole, c'est quand même particulier. Puis, on travaille tous en même temps. Quand moi je sème le maïs, c'est qu'il est temps de le semer. Donc j'imagine que mon voisin, il sème aussi, évidemment. Donc le semoir, il n'est pas disponible, il sort tout le même jour. Idem, on est concurrents. Pour le partage de la data, je ne vais quand même pas partager mes données avec mon voisin, il pourrait gagner de l'argent là-dessus. Idem, puis mon voisin, je ne l'aime pas. Tout à l'heure, j'entendais les discussions. Donc avec lui, ça ne risque pas de marcher. Donc, voilà. Chez moi, ce n'est pas pareil. Puis c'est spécial. Bref, fermez le banc. Tueur d'innovation, justement, comme on disait ce matin. Est-ce que c'est une nouvelle jargonnerie? Est-ce qu'on travaille tous en même temps? Pas vraiment. Là, on a fait une étude justement pour savoir si on se met tous en même temps. Alors, dans cette graphique, il faut comprendre qu'on a fait une étude sur 30 agriculteurs sur un territoire de 30 km. 30 km, ça laisse de la marge quand même. Ça fait 800 km². Hein. C'est pas rien. Mais sur 800 km², je ne connais pas à qui appartiennent toutes les terres. Je connais à peu près de nom les 30 agriculteurs, mais ce champ-là, si savoir ce qu'il a sous le hangar, s'il utilise ou non le semoir, qu'est-ce que je vais savoir si ce matin il était en train de semer? Moi je suis en train de semer, j'assume qu'il est en train de semer lui aussi, mais c'est juste une hypothèse. Alors on a vérifié, on a vu qu'est-ce que c'était leur parc matériel complet et qu'est-ce qu'ils ont fait en 2016 sur une année entière, qu'est-ce qu'ils ont fait jour après jour, avec quelle machine, avec quel outil, pour faire quoi, dans quelle parcelle. On a vraiment relevé tout ce qu'ils ont fait. Avec WeFarmUp, qui est une plateforme de machinisme agricole de location, Agrodoc, qui est l'équivalent d'un des clubs d'agriculteurs, clubs de partage et d'échange. Nous, on appelle ça des CETA, des centres d'échange de techniques agricoles. Et une plateforme technique de conseil, Arvalis, l'Institut du végétal. Et on a comparé, on a fait 3 hypothèses. On va voir si, effectivement, si le matériel sortait toujours en même temps, voir si on pouvait le réduire avec une hypothèse où on se base sur les journées disponibles agronomiquement 9 années sur 10, sur les dates réelles d'utilisation, ou sur le choix de la solution moins coûteuse entre être propriétaire de mon gros tracteur que j'aime beaucoup, ou le louer à mon voisin qui a lui aussi un gros tracteur qu'il aime beaucoup, mais qui n'utilise pas à 100%. Et on se regarde quelle est l'hypothèse qui nous permet de faire baisser au maximum le parc matériel en termes de valeur et donc réduire la dépense d'investissement initial. À ce stade, vous pensez de combien on peut réduire, avec une de ces 3 hypothèses, de combien on peut réduire la valeur totale du parc? Levez la main pour ceux qui disent qu'on peut réduire d'1/4 le parc matériel en France. Ouais, il y a un peu de monde. 1/3. 50%. 3/4. Ah là, il y en a encore un quand même, un 3/4. Si on regarde sur les jours disponibles, c'est 3/4. On a un parc matériel, un investissement en termes de parc matériel total, 4 600 € d'investissement à l'hectare dans ces coteaux du Gers. Eh bien, on pourrait faire, au lieu d'investir 4 600 € par hectare de ferraille, on parle bien de ferraille, on pourrait investir, même si c'est des innovations majeures qui nous permettent de produire mieux, mais en changeant quasiment rien, c'est-à-dire en sortant avec la même machine, un 4 mètres, en semoir rapide, idem, eh bien, je pourrais, sans rien changer à ce que je fais,
passer à moitié moins sans changer d'une journée ni d'un type de matériel, juste en prenant celui du voisin. Là, on le voit, on a un parc matériel de semoirs. Sur ces 30 agriculteurs, on avait 51 semoirs. Et oui, on a besoin d'un semoir à maïs, et un semoir à blé, il n'est pas le même. Eh ben, si on se base sur les jours agronomiquement disponibles, à moins de 10, on passe. Si on se base sur les jours réels d'utilisation, on peut diviser par 2 le parc de semoirs. Pourtant, le semis, on se dit, c'est la période la plus critique, l'implantation de la culture. Mais on peut réduire de manière énorme ce parc matériel français. Alors nous, c'est peut-être un mal spécifique français, mais je suis quand même convaincu que globalement, on a énormément de mal. On a un tiers des agriculteurs seulement, on l'a vu, qui sont équipés d'outils de gestion. Donc finalement, quelle est la traçabilité de la donnée qu'on a sur quand est-ce que sort le semoir de qui? Pas grand-chose. Et là, il y a un réservoir, un gisement de compétitivité pour gagner en compétitivité prix qui n'est très peu exploité et qui ne peut être exploité que par les réseaux. Alors cette plateforme WeFarmUp qui a piloté cette étude, qui est une des startups cofondatrices du co-farming, elle s'est dit j'en ai marre d'acheter, le cofondateur qui est un agriculteur, il s'en est dit j'en ai marre d'acheter des tracteurs à 300 000 €, vu qu'il était concessionnaire, en plus John Deere en parallèle d'être agriculteur. Mais il se disait je suis dealer de drogue. Alors vous apparemment maintenant c'est légal, mais chez nous c'est encore illégal. Et il était dealer de drogue, mais de drogue mécanisée. Il disait, les mecs, ils sont endettés quand même sévèrement, ils ne gagnent pas bien leur vie, et on leur en remet une couche là, avec un tracteur à 300 000 € sur des fermes qui ont des rentabilités réduites. Ben finalement, plutôt que de faire ça, est-ce qu'on ne rendrait pas le parc matériel qui dort, parce que chez nous, un tracteur fait 300 heures par an, 400 heures par an. Je ne sais pas combien ils font d'heures au Canada, mais ça m'étonnerait qu'un tracteur fasse 2000 heures par an. Vu les taux d'usage des machines agricoles, on en est très loin. Il s'est dit, je vais créer une plateforme où mon tracteur non disponible, qui est du bon matériel, du matériel au top, que j'ai acheté, qui me coûte cher, je vais le rendre disponible pour les autres agriculteurs. Et la plateforme, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va gérer cette confiance. Si mon voisin me casse mon tracteur, mon quad-track, mon gros quasi-H là, de 620 chevaux, c'est vrai que ça me fera un peu mal d'apprendre qu'il a pété le train arrière ou qu'il a cassé en deux le tracteur. Par contre, d'autant plus que mon assureur, lui, ça lui fera mal aussi. Donc ma prime d'assurance va augmenter. Là, non, la plateforme gère la confiance, elle gère l'assurance. Et donc si mon matériel est cassé, c'est la plateforme qui assure. Et moi, mon assurance reste intacte. Si je suis le preneur du matériel, moi j'ai besoin de matériel de forte puissance pour broyer des pierres. Je ne vais pas broyer des pierres tous les matins, j'ai un champ qui a un peu trop de pierres. Une fois que je vais avoir broyé des pierres, je ne vais pas le faire tous les ans. Ben là, je loue un tracteur de forte puissance, je loue un broyeur de pierres, c'est un besoin ponctuel. Plutôt que de faire appel à une ETA, j'ai du temps disponible, je n'ai pas besoin de payer la ressource du chauffeur, je vais louer la machine. Idem, je veux passer en semi-direct sous couvert végétal, je veux changer mes pratiques agronomiques, ça coûte cher d'acheter un semoir qui est une belle innovation, je ne laboure plus, je dépense moins de carburant, je vais plus vite, je gagne du temps, je rentre plus tôt le soir pour voir ma famille, donc là c'est plutôt un cercle vertueux. Mais est-ce que je maîtrise la technique? Est-ce que je maîtrise le semoir? Plutôt que de l'acheter, je vais le louer à mon voisin qui lui est équipé. Et il lance des nouveaux services qui sont le co-investissement. J'ai acheté mon gros tracteur, il est performant, il est rentabilisé. Par contre, sur l'hiver, je ne l'utilise pas. Est-ce qu'une société de TP n'aurait pas besoin d'un tracteur pour charrier de la terre entre deux chantiers? Donc je peux lui revendre 30% de mon matériel et comme ça, il l'utilisera un trimestre par an, le trimestre hivernal où je n'ai pas besoin de mon tracteur. Le tracteur est à lui sur ce trimestre-là. Et on le protège par un contrat. Et la plateforme gère la confiance. Le modèle économique de cette plateforme, qu'est-ce que c'est? C'est de créer des réseaux très larges où les agriculteurs partagent leurs données et en face, créer un réseau aussi très large de besoins d'agriculteurs qui, eux, ont besoin de se libérer le temps de gestion du parc matériel et préfèrent une économie de l'usage plutôt qu'une économie de la propriété. Leur modèle économique, c'est de facturer une commission sur les transactions parce que ça permet de gérer
l'état des lieux d'entrée et de sortie. Je prends le tracteur, j'ai une petite appli, je fais l'état des lieux, je prends 3-4 photos du tracteur, il est en bon état, les roues sont pas crevées et tout. Je reprends mon tracteur à la fin de la location, même l'appli, pareil. Ça sécurise le paiement, il y a de l'ingénierie financière, et ça sécurise l'assurance. Donc plutôt que de faire une facture d'un agriculteur à un agriculteur, je préfère passer par WeFarmUp parce que je sais que je serai sécurisé sur la location de mon matériel agricole, je serai payé, et s'il est cassé, j'aurai pas de problème. Et en plus, je trouverai des clients que je ne connais pas. Et qu'on ne me dise pas que techniquement les distances sont très longues, quand on voit des terres à 40 000 $ l'hectare, votre voisin il ne doit pas être à 300 km de bois entre les deux. À mon avis, il y a des voisins qui sont finalement à moins de 30 ou 40 km, qui ont probablement des usages aussi à trouver. Donc sur les zones de forte densité agricole, c'est un gisement de compétitivité à exploiter. Et donc ce collaboratif en agriculture, ces réseaux qui sont différents des groupes, pourquoi ils sont différents des groupes? C'est que je connais les autres agriculteurs, mais je ne suis pas obligé d'aimer mon voisin direct. Ça, c'est toujours pareil hein, avec les fonctionnements humains. Il y a des gens qu'on aime, des gens qu'on n'aime pas. Par contre, lui, peut-être que je ne le connais pas. Parce qu'il est à 30 km, c'est la relève, je ne le connais pas encore. Du coup, je n'ai pas encore confiance, mais par le réseau et par la plateforme, je peux peut-être bosser avec lui pour lui louer son matériel, ou bosser avec lui pour partager mes données, pour se comparer, comprendre comment il fait, échanger de la connaissance ou même échanger des parcelles, comme on va le voir. Et ce collectif en agriculture, grâce au numérique, c'est nous ce qu'on appelle le co-farming, le faire ensemble en agriculture à l'aide du numérique. N'ayant pas trouvé de mot français, hein, on appelait ça le co-farming. Donc, on a plusieurs exemples. La logistique, la charrette agricole, la charrette, c'est plutôt dédié aux agriculteurs qui font de la vente directe, qui ont l'habitude d'aller sur les marchés avec leurs camions frigorifiques, sauf qu'ils y vont, ils ne sont jamais à plein. Vous avez un 8 mètres cubes en camion frigorifique, vous n'avez pas toujours le camion plein au début et le camion vide à la fin. Vous avez un 8 mètres cubes, mais vous en exploitez parfois 2, parfois 4, parfois 5. Vous mettez à disposition, pour canaliser les flux de logistique, une partie des mètres cubes non utilisés de vos moyens de transport pour des agriculteurs qui n'ont soit pas le temps, soit pas la capacité financière de s'équiper d'un véhicule frigorifique. Et donc on mutualise les flux. Et le but de la plateforme, c'est aujourd'hui de créer une communauté suffisamment large pour pouvoir monétiser ces services une fois que la communauté sera importante. Aujourd'hui, leur business model à la charrette, c'est un business model gratuit, totalement gratuit, et qui deviendra probablement payant, ou en tout cas qui trouvera à facturer un service. Ils ne savent pas encore lequel, mais ils sont convaincus qu'une fois qu'il y aura une communauté qui sera suffisamment large et créée, soit ce sera de la publicité, soit ce sera autre chose, soit ce sera de la location. Sur le matériel, il y en a partout maintenant dans le monde qui se sont créés. Ça a commencé par WeFarmUp, mais on a Gold Farm en Inde, c'est plutôt pour l'accès à la machinerie. J'ai pas beaucoup d'argent. On sait que la mécanisation, c'est un facteur de la révolution verte et de la productivité agricole. Pourquoi je ne louerais pas la machine pour pouvoir labourer plus vite et à m'agrandir un tout petit peu sans dépenser à acheter mon tracteur? Je vais le louer que pour une journée. Idem en Inde, c'est Hello Tractor qui se développe. Hello Tractor, je ne sais plus où est son logo, oui juste là. Hello Tractor, c'est là aussi une condition de la compétitivité des marchés africains. Il y a déjà des dizaines de milliers d'agriculteurs connectés sur Hello Tractor pour échanger et louer le matériel agricole entre eux. WeFarmUp, pour revenir à eux, il y a des constructeurs de machines agricoles qui évaluent avec eux la pertinence de nouveaux modèles économiques. Est-ce que vous avez besoin, en tant qu'agriculteur, d'un semoir et d'un tracteur? Non, vous avez besoin d'un porteur d'outils permettant de semer. Vous avez besoin d'une solution pour semer. L'objectif, c'est de mettre la graine à moindre coût, au bon endroit, de manière efficace, au bon moment, sans pulvériser mon sol et sans tout tasser. On n'a pas besoin en soi d'un tracteur. Il serait en location, il serait fait par le voisin, il serait en ETA. Le besoin, c'est la solution de semis. Ils expérimentent
des nouveaux modes de propriété où la location pourrait se faire directement par les concessionnaires agricoles, voire par les constructeurs. Avec le numérique, ça serait possible de le faire en réduisant la taille des parcs matériels. Ces réseaux, comme on l'a dit, c'est différent du groupe. Est-ce que c'est concurrent avec les organismes professionnels agricoles? Est-ce que ce co-farming, c'est la fin des coopératives ou des CUMA, ou est-ce que c'est la fin des clubs d'échange de pratiques agricoles? Vraiment, il y a une grande différence entre ces réseaux et ces groupes. Les réseaux, il y a cette souplesse, cette transparence, cette réactivité, et qui n'impliquent pas d'avoir à gérer des collectifs humains qui peuvent être beaucoup plus simples à gérer. Donc c'est vraiment des solutions complémentaires qui ne permettent pas non plus, comme les coopératives, de constituer des filières. On a une filière, là je voyais les productions à forte valeur ajoutée tout à l'heure par l'intervenante ce matin. Ça, c'est pas le co-farming qui va le gérer. La filière, elle peut se constituer avec une coopérative, un outil industriel de transformation. Donc vraiment, c'est plutôt quelque chose on va dire, de complémentaire. Idem, on n'est pas en compétition entre agriculteurs. Vous êtes producteur laitier, vous avez plus de quotas, en plus il y a une régulation de l'offre, donc à la rigueur vous êtes en compétition pour acheter du quota, donc ça c'est la partie compétition. Vous êtes en compétition pour acheter de la terre, la preuve, les prix augmentent, ça veut dire qu'il y a bien un peu plus de demandes que d'offres, mais que l'Alberta produit 50% de blé tendre en plus cette année, au niveau marché mondial, je pense que les conséquences seront zéro s'il y a un petit accident climatique en Russie. Idem en Australie. Nous, en 2016, en blé, on a une récolte catastrophique. C'était la première fois qu'on perdait autant de production. On n'a rien pu exporter alors qu'on était parmi les grands pays exportateurs. Le marché mondial n'a pas monté pour autant alors que la France manquait à l'appel. La Russie avait de la surproduction, donc le problème était réglé. Donc qu'un agriculteur dans un petit territoire, dans un comté, aide tous ses voisins à produire 10% de plus en mutualisant leurs pratiques et leurs bonnes pratiques, ça n'aura pas de conséquences sur le prix du blé ou du canola, même sur le territoire. Idem, ces centres d'échange de techniques agricoles, ces clubs, ces CETA comme on les appelle, on a fait une étude avec une AGC, un équivalent de centre de gestion comptable. On se retrouve à un gain de 110 € par hectare et par an, ce qui fait, si on convertit directement en dollars canadiens, environ 155 $ canadiens de productivité de plus à l'hectare. On voyait tout à l'heure ce qu'il fallait financer pour pouvoir acheter la terre. Il fallait entre 180 et 600 $ de plus pour pouvoir gagner et financer cet achat de la terre. Ben déjà, on peut en faire 150, 160 en mutualisant juste les connaissances par rapport à ceux qui ne mutualisent pas ces connaissances. Autre exemple de société du co-farming, échange parcelle. L'échange de parcelles entre agriculteurs. C'est très simple, je crée mon annonce, je positionne le siège de l'exploitation, la parcelle la plus éloignée, et j'attends. J'attends, ça analyse les données, je reçois un email qui me dit « Tiens, il y a un autre agriculteur qui a fait la même chose, et il se trouve que la parcelle à lui, elle pourrait être plus proche de votre siège d'exploitation que la vôtre. » Hop, très simple. Business model de la plateforme, tout gratuit, crée du flux et font de la publicité pour vous dire « Tiens, et en plus, il y a tel agroéconomiste qui pourrait évaluer la valeur de la terre et telle personne qui pourrait t'aider à financer la terre. » Financement par les banques, les fiduciaires, financement par les cabinets d'expertise comptable et les conseillers, les agroéconomistes. Linkin Farm. J'ai besoin de trouver un prestataire, mais je ne sais pas qui pourrait être disponible pour me faire ma prestation de semis, répondre à mon problème de solution de semis. Ben, je détourne ma parcelle, je clique sur ma parcelle, vu qu'on a une PAC, une politique agricole commune qui fait qu'on déclare tous les îlots de terrain agricole. Je clique sur ma parcelle, je dis là, j'ai besoin au mois de mai, au 15 mai à peu près, de me semer un maïs avec un semoir rapide, sans travail du sol. Qui peut me le faire et à quel prix? Et là, c'est les entrepreneurs de travaux agricoles qui postulent, qui font une offre, et vous choisissez. Et qu'est-ce qui gagne le prestataire? Le prestataire, lui, il gagne, qui sait qu'il sera payé. Et si ça se trouve, quand sa machine elle est à 100 km de chez lui parce qu'il avait un gros chantier, donc il n'est pas connu là-bas,
Et ben, si sa machine est disponible sur le lendemain, ben, finalement, sa machine, plutôt que de revenir et refaire les 100 km ou les 200 km retour, elle va rester là-bas, elle va faire un champ de plus, elle va faire un chantier de plus et prendre un client de plus. Là aussi, faire identifier une ressource qui était disponible, mais qui n'était pas visible parce que non connue. Et gérer la confiance avec les paiements. BASF, qui se lance dans un outil de co-farming. BASF, la grande compagnie allemande qui produit des phytos. Le réseau de surveillance des cultures collaboratifs partagés. Vous prenez l'appli sur votre téléphone intelligent, vous l'installez et vous partagez une info. J'ai eu un charançon des siliques sur mon colza. Autour de chez moi, j'ai quelqu'un qui a eu une septoriose sur son blé. En plus, la parcelle est assez loin, j'y suis pas encore allé depuis 15 jours là. Et finalement, il a observé des pucerons sur une parcelle qui est à 30 km du siège de l'exploitation. Vu que c'est presque un voisin, eh ben, il me donne une info qui est peut-être utile pour moi et aller vérifier plus tôt si j'ai du puceron, si j'ai la septoriose, s'il faut que je modifie mon programme de protection phytosanitaire sur mon blé. Gratuit. Il n'y a pas de business model derrière ça, c'est plutôt se faire connaître et que BASF soit identifié dans la poche de chaque exploitant et comprendre les pratiques des exploitants pour mieux les connaître. Quand je vous disais être plus proche d'une relation de 1 à N, on le voit, les firmes investissent pour être plus proches des agriculteurs. Agri-échange, c'est un peu la même chose que WeFarmUp, sauf que c'est des cercles d'échange de matériel et de prestations sans sortie de trésorerie. L'agriculteur A laboure le champ de l'agriculteur B, qui lui-même va presser de la paille pour l'agriculteur C. Ben, l'agriculteur B, il ne doit pas d'argent à A, ni à C, si le système s'élargit. Parce qu'il a fait une prestation à quelqu'un, on lui en a fait une, zéro, il n'a pas à sortir de trésor, pas d'histoire de TVA, pas de problème. La balle ronde, autre système, c'est une place de marché des fourrages. En plus, je sais qu'il y en a une qui s'est montée au Québec, place de marché des fourrages. J'identifie les stocks de fourrage disponibles sur un territoire, j'identifie les moyens de transport, je sécurise les moyens de paiement, donc je rends des ressources non vendues sur un territoire donné, je les rends disponibles et visibles pour un autre territoire en me faisant connaître plus facilement. Mission, là aussi c'est encore une entreprise du co-farming, mais pour la main-d'œuvre. Là, l'exemple est un peu différent. Nous, on a vu, vous avez vu, nos exploitations agricoles en France, elles sont plus petites, avec souvent, finalement, 2 ETP, à peu près autant d'ETP que la moyenne des exploitations canadiennes. Et un exploitant agricole, céréalier par exemple, qui serait voisin d'un éleveur laitier, c'est un bon chauffeur de machine agricole. Il sait conduire une ensileuse, il sait conduire une moissonneuse. Et parfois, il a des temps de travaux disponibles. Là, sur mission, il peut se rendre sa main-d'œuvre, sa capacité, sa connaissance disponible pour l'autre agriculteur et venir lui faire une prestation de travail. Je te facture 30 $ de l'heure pour conduire ta moissonneuse. Et ça reste toujours moins cher que finalement aller recruter un collaborateur pour 12 jours par an. Je vais aller recruter un collaborateur, je vais le former, j'ai ce besoin spécifique sur une durée très courte, je préfère payer 30 $ de l'heure, quelqu'un qui sait bien conduire la machine, qui est bien noté, qui est compétent et qui, lui, va gagner 30 $ de l'heure et arrondir un peu ses fins de mois. Donc là, idem, on revoit les notations, le système de notation des collaborateurs qui, pour les saisonniers, par exemple, se rendent disponibles et aussi peuvent choisir les bons employeurs, rapprochés de l'employeur du collaborateur. Alors FarmLeap, la plateforme que j'ai créée, pourquoi FarmLeap? Pour Leapfrog, le bond en avant, cette volonté d'améliorer les techniques et les pratiques agricoles. Alors vu que c'est ma société, je vous ai quand même mis une petite vidéo un peu commerciale ou promotionnelle, je ne sais pas comment on dit, pour vous réveiller avec un peu de musique. J'espère que ça va marcher. Presque.
Donc vous voyez, l'objectif de cette plateforme, c'est de se baser sur les données des agriculteurs, que les agriculteurs partagent leurs données entre eux. Alors nous, on appelle ça les CETA, hein, mais c'est vraiment les clubs de valorisation agricole, si on fait une analogie avec le Québec. Et cet objectif, c'est de créer des groupes de travail, des groupes d'intelligence collective, parce que ces agriculteurs qui fonctionnent en groupe d'intelligence collective aujourd'hui améliorent leurs revenus. 110 € par hectare et par an, en France, ça représente une amélioration ces temps-ci d'environ 50% des revenus. 50%, je gagne 50% de plus quand je fais l'effort de tous les mois aller à la réunion, partager mes données, échanger, donner mes astuces. Et ben, ça permet de gagner 50% de plus. Parce que finalement, l'autre agriculteur va me dire « mais tu devrais semer telle variété ». « Oh, j'ai jamais essayé ». Oui, mais t'inquiète pas, la première année, c'est ça le problème. Par contre, tu vas réussir à la cultiver parce que tu sèmeras 15 jours plus tôt cette variété de colza. Et t'inquiète pas, elle ne lève pas, elle passera l'hiver sans geler parce qu'elle elle résiste à cet effet de montaison trop précoce. Donc, c'est des petits trucs et astuces qu'on peut avoir que par un autre agriculteur qui l'a expérimenté et qui l'a vécu sur sa propre exploitation. Et on lui fera plus confiance qu'à un conseiller qui n'est pas lui-même entrepreneur. C'est pour ça que ces CETA délivrent cette performance économique supérieure. Derrière l'outil, la plateforme, on a vu seulement un tiers des agriculteurs étaient équipés d'outils informatiques. Et nous, on est parti de ce constat-là en se disant il y a effectivement peut-être un peu à blâmer les conseillers ou la filière sur pourquoi ils ne sont pas assez équipés. Mais il y a aussi nous, producteurs de solutions informatiques et de plateformes web, à faire notre autocritique. On produit des outils informatiques qui répondent aux mêmes enjeux que des ERP. Alors, je ne sais pas le terme en français, hein, mais des outils informatiques qui gèrent l'intégralité, mais qui sont complexes et coûteux à déployer. Finalement, est-ce que ce n'est pas à nous de créer des outils plus simples, plus facilitateurs, qui permettent d'avoir un gain beaucoup plus direct, des échanges plus humain finalement grâce au numérique, recréer du lien entre agriculteurs, avec des agriculteurs qui ne se connaissaient pas, et qu'on recrée ces groupes, parce que nous ça se développait plus trop, ces clubs, ces CETA, il y en avait dans quelques territoires et pas à d'autres endroits à cause du coût et du temps que ça demandait, et donc le numérique là redevient un facilitateur pour créer et faciliter des bilans et des analyses de performance automatisées basées sur ma traçabilité. Donc l'objectif de ça, c'est d'aspirer les données des gestions parcellaires. En France, on a la chance d'avoir un système qui standardise un peu les échanges de données informatisées entre outils de gestion parcellaire, les carnets de champs. Ou alors, si on n'est pas équipé, vu qu'il y a quand même beaucoup d'agriculteurs qui ne sont pas équipés comme on l'a vu, c'est de pouvoir saisir directement sur la plateforme. Quel est notre modèle économique? Comment nous on gagne de l'argent? Alors on a vu comment on essaie de faire gagner de l'argent aux agriculteurs. C'est qu'ils partagent leurs données, ils échangent leurs bonnes pratiques, ils créent des réseaux de surveillance collaboratifs de maladies, ils comparent leurs frais de mécanisation, ils identifient les endroits où il y a des écarts, est-ce que je sème plus tôt, est-ce que je sème plus tard, est-ce que mon prix d'équilibre est le même, mon coût de revient, est-ce qu'il est plus bas, pourquoi il est plus bas, tiens, comment tu as fait toi pour baisser tes frais de mécanisation. Donc créer ces occasions d'échange, ouvrir l'accès à l'innovation et ouvrir son esprit à l'innovation en mettant le doigt dans les chiffres sur son exploitation. Et notre modèle économique, il est sur un modèle gratuit pour la gestion parcellaire, parce que nous, pour faciliter la vie de l'agriculteur, avec des bilans très simples sur les frais de mécanisation, ben là c'est du gratuit. Et après, on passe en mode payant si on peut créer ces groupes, si on veut créer ces groupes, c'est CETA. Et l'agroéconomiste ou l'agronome, lui, paye un accès pour pouvoir accéder à la donnée de son agriculteur. L'agriculteur reprend le contrôle de sa donnée pour pouvoir la partager avec qui il souhaite, avec un comité d'éthique indépendant qui garantit cet aspect-là. Donc voilà le modèle économique de FarmLib et l'objectif qu'on suit dans cette plateforme de co-farming. Est-ce qu'on est en concurrence? On l'a vu, hein, vraiment, je le répète, l'éco-farming n'est pas concurrent des modèles économiques agricoles habituels et que vous connaissez aujourd'hui. C'est complémentaire pour pouvoir améliorer la compétitivité prix en valorisant mieux les ressources disponibles. Connaissances, compétences, informations, données, matériel, machinisme,
et parcelle. Merci à tous de votre écoute.